Merci Donc on Lionel. passe à la séance suivante. On va enchaîner sur la séance suivante. Et donc, je vais vous faire une brève présentation un peu mise à niveau, puisqu'on a une audience qui est un petit peu mixte entre des jeunes et des personnes plus expérimentées, sur la place finalement des prises en charge sur l'urologie fonctionnelle en 2021, des médicaments, de la toxine botulique, de la neuromodulation, et puis du point capital de présentation qui va nous être présenté aujourd'hui par Véronique Fay, c'est la technique de l'entérocystoplastie. Et donc, ça va être une introduction sur le sujet qui va être une relativement courte présentation. Donc, quelques concepts généraux sur l'innervation et le fonctionnement vésical. Alors, pour beaucoup d'entre vous, ce sera basique, mais pour les plus jeunes, c'est pas forcément des choses très simples. Donc, première question, est-ce que la vessie se comporte comme un ballon de baudruche sur tout son remplissage? Je vois pas Carla Abouchaya, elle est dans la salle ou pas? Ah bah voilà. Carla, est-ce que la vessie se comporte comme un ballon de baudruche quand elle se remplit? Tu peux crier ta réponse, hein, je pense qu'on t'entendra. Est-ce qu'elle se distend uniquement? Est-ce que c'est uniquement un ballon qui se distend? Non, tu as tout à fait raison. La vessie, en fait, ça marche de la façon suivante. Elle va d'abord se comporter comme un ballon de baudruche pendant environ 150 à 200 millilitres. Donc là, je vous ai schématisé la vessie, le sphincter. Ici, un équivalent grossier d'urodynamique. Hein. Et donc, vous avez des pressions urétrales qui sont fortes pendant toute la durée du remplissage. Mais il y a une première partie du remplissage vésical qui est sous aucun contrôle, qui est uniquement liée aux capacités de distension de la vessie, jusqu'à environ 150-200 millilitres. Et puis, lorsque la vessie est arrivée à 150-200 millilitres, c'est à partir de ce moment-là que le contrôle neurologique va rentrer en compte pour distendre la vessie et permettre qu'elle atteigne les 500 millilitres en gardant ce chiffre de pression extrêmement bas, et ce qu'on appelle la compliance vésicale. Hein. Donc vous savez que c'est une des choses les plus importantes. On verra tout à l'heure pourquoi, effectivement, ce mécanisme-là étant perturbé, on a inventé la solution de l'entérocystoplastie de remplacement. Et puis, à partir du moment où on a un volume suffisant, 400 à 500 millilitres, eh bien, on va avoir un signal neurologique qui va permettre que, d'abord, les pressions urétrales s'effondrent, puis que la contraction vésicale ait lieu, et à ce moment-là, miracle, la miction s'accomplit de façon confortable, avec le fameux petit frisson qui accompagne une miction réussie, et qui permet ensuite de recommencer ce qu'on appelle le cycle mictionnel. Donc voilà un petit peu des choses relativement simples, mais qu'il est important de se rappeler, puisqu'en fait, ce qu'on va essayer de réparer, si on le peut, ou ce qu'on va essayer de refaire, c'est de recréer un équilibre entre le réservoir vésical, les mécanismes de continence sous-vésicaux et le mode mictionnel. Alors, deuxième question, Guillaume. J'ai sélectionné au hasard les participants à la soirée d'hier comme étant les intervenants pour voir s'ils sont lucides. Les troubles urinaires d'origine neurologique ne sont jamais graves. Vrai ou faux? C'est faux, effectivement. Il peut y avoir effectivement des complications de l'altération de ce mécanisme que je viens de vous décrire. Et donc ça, je dirais que la plupart des urologues s'en rappellent, mais j'allais dire qu'ils s'en rappellent peut-être trop bien. Donc effectivement, il faut avoir une vidange vésicale à basse pression. Là, c'est une image un peu historique des complications de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc avec une obstruction, on peut également avoir ces complications qui vont augmenter la pression rénale et entraîner une urétérohydronéphrose bilatérale. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2021, c'est principalement les vessies neurologiques en général qui peuvent être à l'origine de types de complications comme ça quand elles ont été mal prises en charge. Donc ces complications, c'est un peu comme le réchauffement climatique, hein, c'est nombreux, inéluctable, mais c'est très lent. Et c'est difficile de voir ça de façon factuelle. Et c'est un des mécanismes à bien comprendre pour bien l'expliquer aux patients. C'est vrai que ces complications, elles vont mettre 20, 30 ans avant d'arriver. Et donc, vous pouvez avoir des patients qui ont l'impression qu'ils urinent normalement alors qu'ils urinent pas normalement et qui vont développer
ces complications très graves sur le très long terme. Et cette spasticité vésicale, c'est le facteur principal de complications. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir l'expliquer aux patients. Mais attention, il ne faut pas tomber dans un autre écueil. Oui, les vessies neurologiques peuvent entraîner des complications, mais pas toutes les vessies neurologiques. Il faut faire attention et bien distinguer les vessies des blessés médulaires, des scléroses en plaques, des myéloméningocèles et puis des hyperactivités idiopathiques. On ne va pas avoir le même risque de complications avec une sclérose en plaques qu'avec une vessie neurologique chez un paraplégique. De la même façon, certaines vessies qui pourraient ressembler à des hyperactivités de vessie sont en fait des vessies douloureuses ou ont des troubles de la sensibilité, et de la même façon, on n'aura pas forcément ce risque évolutif ensuite. Donc toutes les vessies neurologiques n'ont pas le même niveau de dangerosité. Donc il faut bien différencier les vraies vessies neurologiques et puis les troubles mictionnels dans le cas d'une atteinte neurologique. On a bien une atteinte neurologique, par exemple dans un AVC, on a une rétention dans environ 60 à 80% des cas qui va passer spontanément dans l'année qui suit. Donc si vous voyez un patient qui a eu un AVC il y a 2 ou 3 mois, c'était ma dernière consultation et on lui avait proposé une résection. Et bien sûr qu'il ne faut pas faire une résection dans les 2 à 3 mois qui suivent un AVC parce que ça peut être les conséquences simplement de l'AVC. Il y a bien une atteinte neurologique de la vessie, mais on n'est pas du tout dans le même mécanisme dans ce cas-là. Le Parkinson, on a une atteinte qui ressemble un peu à une hyperactivité de vessie avec des symptômes d'urgence, mais qui ne vont pas du tout avoir les mêmes risques évolutifs. Et il faut encore savoir si on est dans le cadre d'une maladie de Parkinson ou d'autres atteintes neurologiques différentes. Et pour le diabète, les démences, tout ça. Voilà, donc on voit bien qu'il y a des choses qui sont différentes. Et puis l'hyperactivité idiopathique, je reviens dessus, mais c'est un problème purement fonctionnel. Donc attention toujours dans ce cas-là à ne pas penser, à ne pas transformer un problème fonctionnel en un problème organique. Et donc, quand on fait une consultation en urologie fonctionnelle, puisque c'est vrai qu'on a tendance à vouloir distinguer la neurourologie, l'urologie de la femme, l'urologie de l'homme, l'HBP, en fait, tout ça, c'est de l'urologie fonctionnelle. Alors, effectivement, quand on a un fort domaine d'activité en neurourologie, on va penser toujours un petit peu en neurourologue, mais globalement, on va toujours raisonner entre cet équilibre incontinence, trouble de la vidange, et puis penser au mode mictionnel optimal. Et on va voir que c'est très important, notamment pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc, en fonction du diagnostic et du patient, on va avoir des attentes qui sont fondamentalement différentes. Ça peut vous sembler évident, mais il faut encore s'en rappeler. Si on a, par exemple, une jeune patiente de 20 ans avec une hyperactivité vessie idiopathique, il va y avoir d'abord une demande d'explication, une demande certainement de retour à la normale ou d'absence d'aggravation de ces troubles. Et puis en fonction de la gêne, on va voir quelles sont les mesures qui peuvent être acceptables. Mais on sait que dans ce cas-là, on n'aura normalement aucun risque d'évolution défavorable sur le plan organique. Si on a un patient blessé médulaire, il va falloir analyser son mode mictionnel, il va y avoir une demande d'explication, il va y avoir également la possibilité de l'accompagner sur un deuil de retour à la normale, et ça c'est quelque chose qui est très important, il ne faut pas hésiter à le faire et savoir le faire. Et puis des risques de complications. Donc passons sur 2 petits cas pratiques. Donc une jeune femme de 30 ans qui a des infections urinaires à répétition, des besoins urgents sans fuite. On va passer la première étape puisqu'elle a eu la prescription de Ditropan, un comprimé 3 fois par jour. Quelle conduite à tenir à court terme vous proposeriez ? Est-ce qu'il y a Constance dans la salle ? Oui, Constance, j'ai ton badge là, il faudra que tu viennes me récupérer. Tu l'as abandonné hier dans un lieu que je te révélerai ensuite. Donc, qu'est-ce que tu vas proposer, Constance Poyon ? Allez. Donc, fibroscopie, Botox. Non, fibroscopie, après, j'aurais essayé un autre médicament anticholinergique. Très bien. Alors, bon, il manque le catalogue mictionnel, hein, ça c'est quand même l'élément qu'il faut qu'on se répète collectivement parce qu'on peut assez vite, finalement, ne pas faire attention et finalement
passer cette étape-là, elle est très importante, il faut à un moment donné, entre guillemets, obliger le patient à vous donner un catalogue mictionnel. Alors, il y a 10 ans en arrière, quand on disait ça, tout le monde nous regardait en disant mais en fait, c'est pas possible. En vrai, c'est possible parce que de toute façon, il n'y a pas de bras, pas de chocolat, pas de catalogue mictionnel, pas de traitement. Donc, le catalogue mictionnel, on est obligé de l'avoir. Alors, parfois, ça peut poser des problèmes quand les patients sont illettrés, mais en dehors de ces cas très particuliers, on arrive toujours à avoir un catalogue mictionnel. Et effectivement, le premier réflexe que tu as eu, c'est le bon, je pense, puisque dans le service, on a une très grosse consultation d'hyperactivité de vessie, et il n'y a pas d'année qui se passe sans qu'on fasse le diagnostic d'une tumeur de vessie, y compris référée par des collègues qui étaient passés inaperçus. Donc ça, c'est vraiment un élément très important. Je dirais que de première intention, probablement que c'est superflu, mais à partir du moment où on a une hyperactivité qui est rebelle, même chez quelqu'un de jeune, il faut s'imposer cette discipline de faire une fibroscopie, puisque ça peut être le mode de révélation d'une tumeur de vessie. Ensuite, il y a d'autres questions qui vont se poser. Tu ne l'as pas évoqué d'emblée, et c'est, à mon sens, une bonne chose de faire d'emblée un bilan urodynamique, parce qu'on verra que de toute façon, dans ce cas particulier, on n'a pas forcément de plus apporté par ce bilan urodynamique, mais bon, quand on aura facilement l'accès à cet examen, on aura tendance à le faire. Moi, je pense que c'est toujours bien d'avoir un deuxième avis d'un collègue et justement d'avoir, quand on veut faire de l'urologie fonctionnelle, un alter ego qui soit médecin de rééducation, soit gynécologue, soit neurologue, pour essayer de voir si d'autres idées peuvent arriver. On va étudier le retentissement sur le transit et ensuite, effectivement, on va faire des premières lignes, on va faire des switches, on va essayer d'autres anticholinergiques, on va essayer le mirabegron, bien sûr, qui est un médicament qu'on peut utiliser en complément des anticholinergiques classiques ou à la place des anticholinergiques. On va essayer la neuromodulation tibiale, la rééducation. Juste un élément, il y a également les comportements à modifier, avec notamment la discussion sur le surpoids, qui est un problème qui est assez fréquemment retrouvé, et avec un effet thérapeutique probable, notamment quand on a une incontinence urinaire à l'effort, avec des vrais intérêts à ce moment-là potentiellement à motiver les patients à perdre du poids, mais attention aussi aux injonctions impossibles, c'est-à-dire que si vous avez une patiente qui ne va pas de toute façon démarrer une démarche dans ce cas-là, eh bien, va falloir quand même essayer d'avancer, malgré le fait qu'elle ne veut pas perdre de poids, parce que ce n'est pas si facile que ça. Les prises inappropriées de boissons, c'est contre ça que vous allez être immunisé grâce au catalogue mictionnel, puisque vous allez voir s'il y a ou pas une prise inappropriée de boisson. Et puis la fameuse apnée du sommeil, voilà, ça on le connaît bien. En France, je vous rappelle juste la liste des médicaments qui sont disponibles, ceux qui sont remboursés, ceux qui sont non remboursés. Je vous rappelle qu'il y a la toltérodine, qui est un médicament qui est non remboursé. Alors, il est très peu prescrit, mais voilà. Il y a le chlorure de trospium, qui est un médicament qu'on utilise assez fréquemment chez les patients qui ont des problèmes neurologiques parce qu'il est censé avoir un impact sur l'intellect des patients un petit peu plus faible, donc il peut être utilisé. La seule précaution, c'est que c'est un médicament qu'il faut prendre 1 heure avant le repas ou 2 heures après, donc c'est un petit peu contraignant. Mais vous voyez qu'on peut jouer entre guillemets avec ces différents médicaments. Tout ce que je viens de vous expliquer, c'est bien indiqué dans les guidelines. Et il y a un élément qui est la rééducation, qu'on oublie souvent de prescrire et que je vous ai indiqué dans le schéma. Et il faut, là encore, se l'imposer. En fait, il faut vraiment cocher toutes les cases pour savoir si on a, entre guillemets, le droit de passer à l'étape d'après. Et donc, les autres éléments que je viens de vous indiquer sont ces éléments-là qu'il faut que vous ayez checké dans votre dossier pour qu'on sache que vous êtes maintenant en droit de passer à l'étape d'autre chose. Alors, on a parlé du bilan urodynamique. Clément, est-ce que, quand tu envisages un bilan urodynamique, qu'est-ce que tu vas rechercher dans ce contexte particulier? Si tu l'as demandé, tu peux me dire que tu ne l'aurais pas demandé, ça c'est possible aussi, mais qu'est-ce que tu rechercherais peut-être dans ce contexte particulier chez une jeune femme qui a une hyperactivité de vessie rebelle au traitement médicamenteux sans aucun signe d'incontinence urinaire à l'effort? Comme ça, intuitivement. Alors, exactement, intuitivement, même si ça n'a aucun sens, on va peut-être rechercher une hyperactivité détrusorienne, pas vésicale.
parce que c'est un peu l'histoire des personnes qui ont fait des injections de toxines dans la vessie. C'était d'abord les collègues neurologues. Il faut savoir que beaucoup de nos collègues qui font que de l'urologie fonctionnelle non neurologique ne vont pas demander cet examen. Et objectivement, quand on a eu la discussion au moment de l'AMM de la toxine botulique, on a perdu cette discussion, nous les neuro-urologues, parce qu'on n'a pas trouvé quel pouvait être l'impact de cet examen sur la prise en charge. Donc, je pense quand même que quand on en arrive à discuter des traitements chirurgicaux, on a toujours intérêt à avoir un bilan urodynamique. On va également rechercher un autre élément qui est l'existence d'un résidu post-mictionnel. Parfois, vous pouvez passer à côté d'une dysurie, et c'est ce bilan urodynamique qui va permettre de vérifier qu'il n'y ait pas de résidu. C'est plutôt intéressant de l'avoir parce que si vous avez ce qui m'est arrivé récemment chez une de mes patientes, c'est-à-dire que la patiente se retrouve aux autosondages avec 50 unités d'injection de toxine botulique, vous êtes bien content de savoir avant qu'elle n'avait pas de rétention, parce que sinon, si elle se retrouve indéfiniment aux autosondages, elle va considérer que c'est vous qui l'avez mis dans cet état-là, et il vous sera difficile de prouver le contraire. Donc, on arrive à ce moment où on va discuter les traitements de deuxième ligne centrés sur le réservoir vésical. Donc, on se retrouve toujours avec notre patiente. Vous avez donc deux options aujourd'hui, ça, c'est pas vraiment un scoop, hein. La neuromodulation des racines sacrées, la toxine botulique. Axel Regaza, toi qui es sage, qu'est-ce que tu vas proposer à cette patiente? Neuromodulation des racines sacrées ou injection de toxine botulique? En priorité. Hein? Tu vas proposer la toxine. Et alors, pourquoi tu vas proposer la toxine? Parce que... Non, qu'est-ce qui fait que tu vas lui proposer la toxine? Parce que beaucoup de collègues proposent la toxine, hein, donc ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui t'amène à ça comme ça, intuitivement. Il n'y a pas de bonne réponse, hein, ou de mauvaise réponse. Parce que c'est plus simple et que peut-être que tu as vu que ça d'ailleurs dans le semestre, puisqu'il n'y avait pas de neuromodulation. Alors, il n'y a pas de réponse formelle là-dessus, et il y a un espèce de message qui a été lancé notamment par les sociétés qui vendent la toxine, hein. C'est le fait qu'il fallait plutôt faire de la toxine, parce que c'était plus simple, c'était sous anesthésie locale, et qu'en plus, le seul essai randomisé ayant comparé la toxine botulique et la neuromodulation aurait montré un petit bénéfice de l'injection de toxine botulique, pardon, par rapport à la toxine, par rapport à la neuromodulation. Donc, il faut être clair, cet essai randomisé, de mon point de vue, ne répond absolument pas à la question en France. En France, l'injection de toxine botulique dans la vessie idiopathique a une place particulière. Il faut savoir que les essais randomisés, je vous le redonnerai tout à l'heure, je vous donnerai les doses. Ça a été confirmé, une efficacité à 100 unités de Botox. En France, on nous demande, et au début on a rouspété, mais on se rend compte que c'est une assez bonne idée, d'injecter d'abord 50 unités sur les données d'un PHRC qui avait été fait par Pierre Denis. Et on a une certaine efficacité à cette dose-là et relativement peu d'effets secondaires. C'est ce qui fait qu'on nous demande de tenter cette dose-là en premier. Dans Rosetta, la dose était de 200 unités. Donc quelque part, on a accentué l'effet bénéfique potentiel de la toxine, mais on a également accentué les risques d'effets secondaires, notamment le risque de rétention. Pourquoi est-ce que moi je ne propose jamais la toxine de première intention? C'est parce que je considère que c'est le traitement qui a le moins de données sur le long terme. On sait sur la vessie neurologique qu'il y a un échappement quasi systématique au-delà de 10 ans. Sur la neuromodulation, on a quelques données de long terme qui semblent montrer un effet bénéfique chez certains patients pendant une durée prolongée. C'est un traitement, la neuromodulation, qui n'a aucun effet secondaire, alors que la toxine botulique peut, comme je vous l'expliquais, entraîner un certain temps de rétention aiguë d'urine. Et chez des patients jeunes, chez des patients idiopathiques, on a plutôt l'impression que la neuromodulation pourrait peut-être recréer un certain équilibre et finalement traiter la cause du désordre neurologique qu'on a du mal à identifier. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, je propose systématiquement la neuromodulation un peu de façon prioritaire et j'argumente auprès des patients dans ce sens-là. Mais je leur présente systématiquement les deux options avec les bénéfices et les risques. Dans 99% des cas hors Covid, ils vont choisir la neuromodulation. Et ils vont encore plus choisir la neuromodulation aujourd'hui parce qu'il y a quelques nouveautés sur le sujet dont je vais vous parler. Donc là, je vous remonte la neuromodulation des racines sacrées. Alors, la neuromodulation des racines sacrées, c'est vraiment un traitement qui est très standardisé,
qui se fait en ambulatoire. Effectivement, c'est un traitement, c'est un peu comme la lombotomie, il faut en faire régulièrement pour qu'on ait un peu tous les petits trucs, mais c'est quand même beaucoup moins à risque que la lombotomie, puisqu'il n'y a absolument, quasiment aucun risque d'effet secondaire. Ce test en ambulatoire, on va le faire pendant un délai maximum de 4 semaines. On va ensuite revoir le patient. Et en gros, soit le résultat est comme un coup de baguette magique, c'est-à-dire que ces patients-là sont guéris, auquel cas vous n'avez aucun doute, il faut les implanter. Soit ils vous disent que c'est comme si on avait pissé dans un violon, et à ce moment-là, aucun doute, il faut enlever l'électrode, et on passe à la dernière étape potentielle qui serait, toujours dans le cas de l'hyperactivité idiopathique, la toxine botulique. Et là, au moins, on pourra faire une escalade thérapeutique aussi haut qu'on veut en fonction de la dose qu'on veut utiliser. Soit, effectivement, on a un résultat mi-chèvre, mi-chou, et à ce moment-là, parfois, on implante. Aujourd'hui, on implante environ 70 à 80% des patients qu'on teste. Mais il faut savoir qu'au bout de 6 à 12 mois, on a quand même une baisse d'efficacité, ce qui me fait dire personnellement, quand j'explique le résultat aux patients, j'essaye de présenter les résultats plutôt en intention de traiter. Je leur dis, voilà, en gros, vous avez une chance sur 2 que le traitement fonctionne chez vous. Et malheureusement, on n'a pas aujourd'hui d'examens qui nous permettent de mieux sélectionner les patients pour pouvoir leur proposer le traitement en étant sûr que ça va marcher chez eux. L'élément nouveau de l'année, alors là je vous ai montré un vieil élément qui était le dispositif qui a été mis au point en premier, qui est le dispositif Axonix. C'est une boîte américaine qui s'est lancée en concurrence au pilier historique de cette activité qui est le laboratoire Medtronic. Et ils se sont lancés avec une thématique très intelligente qui était de faire un dispositif rechargeable. Ce dispositif a bien fonctionné, les essais randomisés ont montré son intérêt, l'équivalence avec Medtronic, mais en France, ils n'ont pas obtenu un prix aussi élevé que ce qu'ils souhaitaient, et donc ce matériel ne sera pas vendu en France. En revanche, Medtronic a continué son train de sénateur et a fait la même technologie, on va dire à peu près, avec une nouvelle électrode qui est IRM compatible, un boîtier qui est rechargeable et qui fait en gros la taille d'une clé USB, ce qui est également un élément qui est très intéressant parce que beaucoup de patients se plaignent du boîtier de neuromodulation et là, à mon avis, on va leur enlever encore un motif d'inquiétude, d'inconfort, donc c'est un élément très important. Point capital à savoir, d'abord, il n'est pas encore commercialisé, il sera commercialisé en octobre. Deuxièmement, la nouvelle électrode n'est pas compatible avec les anciennes. En d'autres termes, vous ne pourrez pas remplacer, pour ceux qui ont une activité de neuromodulation, les électrodes des vieux boîtiers avec un boîtier rechargeable. Donc, pourquoi est-ce que Medtronic a fait ça? Je n'en ai aucune idée. Le boîtier d'Axonix était compatible avec toutes les électrodes. Donc il y a sûrement une très très bonne raison. Je ne la connais pas. Mais en tout cas, ça va nous amener à une petite difficulté supplémentaire de gestion pour ces patients. Donc là, je vous ai montré les résultats à long terme. On a quand même quelques études qui sont à presque 5 ans. Donc, c'est des données qu'on n'a pas forcément de façon très formelle avec la toxine botulique. Pour deuxième situation, donc un patient tétraplégique C6, C7, suite à un AVP de moto, 26 ans, marié depuis 2 ans sans enfant, mode mictionnel, miction par percussion, en étude pénienne depuis sa sortie du centre de rééducation 6 mois après le traumatisme, il consulte parce qu'il a été hospitalisé pour 3 épisodes d'infection urinaire fébrile dans les 6 derniers mois. Alors, Maximilien Duplex, est-ce que les tétraplégiques sont toujours incontinents? Et c'est donc normal qu'il soit sorti de son centre de rééducation avec des études péniens? Voilà. Et effectivement, c'est un peu ces éléments-là qui amènent parfois des patients à être convaincus que finalement, ils ont un mode mictionnel normal, puis que de toute façon, ils auront des fuites. Donc, à quoi bon s'autosonder? Donc ça, c'est un élément qui fait partie des choses qu'il faut bien avoir intégrées. Et donc, on a des patients qu'on va voir en consultation, qui ont été pris en charge depuis 18 mois, pensait-il, par une équipe qui connaissait leur sujet, et qui vont se rendre compte que finalement, il y avait d'autres façons de faire. Alors, tétraplégique, j'ai pris volontairement l'exemple le plus difficile, parce que effectivement, peut-être que ce patient n'est pas capable de s'autosonder, que c'est la raison pour laquelle on a choisi ce mode mictionnel. Mais donc, ça sera un élément important. Il va falloir
Regardez quels sont les traitements qu'il a eus, les interventions qu'il a eues, sa vraie mobilité des membres supérieurs, sa satisfaction vis-à-vis de ce mode mictionnel qu'il a peut-être choisi. Est-ce qu'il y a eu des tentatives d'autosondage? Où est-ce qu'il en est sur le plan sexo, fertilité, les épisodes d'Achéra? Bref, beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passe probablement? On retrouve ce schéma que je vous ai fait de l'hyperactivité détrusorienne. Il a probablement des fuites. Pourquoi est-ce qu'il a des infections à répétition? Parce qu'il a des reflux prostatiques. Nous, on fait beaucoup de vidéos urodynamiques et on voit parfois ces urines sur un sphincter fermé, la vessie qui se contracte et qui envoie des urines infectées dans les vésicules séminales et qui donc explique ces épisodes infectieux urinaires symptomatiques. Donc une fois de plus, là on a un vrai risque à long terme, dans 20-30 ans, d'une insuffisance rénale. Donc on a toute raison de pousser le patient à changer relativement vite de mode mictionnel. Pourquoi est-ce qu'on a une raison importante? On a cette raison-là, puis on a une autre raison, c'est que si ce patient s'entête dans ce mode mictionnel pendant 5, 10, 15 ans, il va en plus abîmer son sphincter, et derrière, on va se retrouver avec la double peine de l'insuffisance sphinctérienne plus l'hyperactivité détrusorienne, et on en parlera tout à l'heure avec Véronique. Là, on se retrouve avec des traitements chirurgicaux qui sont encore plus compliqués, alors que finalement, ce patient, il n'a qu'un problème qu'on peut régler relativement simplement. Donc on va passer le patient aux autosondages si c'est possible, bien sûr, et si c'est pas possible, bien ça nous posera la question d'une stomie continente. On va débuter un traitement médicamenteux, on réévalue la situation, et voilà, la situation banale, c'est un vrai dossier de patient, il est parfaitement continent pendant 1 an juste avec les autosondages. Il ne faut pas tout de suite faire de la toxine botulique, c'est aussi un réflexe qu'on a parfois quand on prend les patients en charge. Non, il faut se donner un peu de temps, voir si les autosondages seuls suffisent, et s'ils suffisent, on attend. À partir de la première année, on double les doses anticholinergiques, c'est toujours possible, on peut faire ces manipulations. La fibroscopie est normale parce qu'il peut y avoir des problèmes de lithiase. Voilà le bilan urodynamique. Et donc, on va se poser des questions, de nouveau, des traitements de deuxième ligne. La neuromodulation des racines sacrées, je la mets pour le principe, mais en fait, chez les neuros, le taux d'échec est tellement élevé que ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on va se poser. La toxine botulique, on va se poser la question, c'est l'indication reine dans ce cas particulier si le patient est aux autosondages. Et là, je vous ai résumé les différentes toxines possibles et les doses qui sont recommandées aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'une toxine botulique qui a pour l'instant une AMM, c'est la toxine botulique du laboratoire Allergan avec le Botox. 50 unités si les patients sont en miction spontanée, même avec une vessie neurologique chez un patient qui a une sclérose en plaques. Personnellement, ça ne me choque pas et j'ai tendance maintenant à appliquer cette dose-là, même si l'AMM indique une dose de 100 unités. On n'est pas obligé systématiquement d'apprendre les autosondages à ce moment-là aux patients, même si c'est quelque chose, quand on a la chance d'être bien entouré, c'est quelque chose qui est jamais inintéressant à expliquer et à apprendre aux patients. En cas d'échec, on va évaluer l'acceptation au cathétérisme intermittent et on va pouvoir monter. Et cet algorithme thérapeutique, on peut tout à fait légitimement le proposer aux patients qui a une hyperactivité de vessie idiopathique, c'est-à-dire quelqu'un qui est horriblement gêné dans sa vie de tous les jours et qui a eu un échec de la toxine botulique à 100 unités, peut très bien se voir proposer, en lui expliquant il ou elle aura peut-être le risque de s'autosonder, le même mode mictionnel. Donc voilà les résultats synthétiques, ça marche dans 50 à 70% des cas dans les patients neurologiques. Pour les patients, chez les patients neurologiques, c'est 70-80% des cas. Chez les patients idiopathiques, c'est seulement 50 à 70% des cas. Et pour ma part, j'ai plutôt tendance à dire aux patients que c'est 50%, comme, entre guillemets, la toxine botulique à la dose de 50 ou 100 unités. Donc attention, les excellents résultats qu'on a dans la vessie neuro ne sont pas forcément superposables dans les vessies idiopathiques. Il faut quand même se le rappeler. On va finir le dossier, je vais laisser la parole à Véronique, puisque voilà, le patient a noté une amélioration de ses symptômes, il doit se sonder 10 fois par jour. Voilà le bilan avec une image de vidéo urodynamique qui est assez parlante, où on voit une toute petite vessie spastique, une contraction vésicale qui inonde l'urètre. Il se sonde 10 fois par jour. Qu'est-ce qu'on va lui proposer? On va pouvoir augmenter les doses de toxines au-delà de l'AMM. Donc ça encore, c'est des choses qui peuvent se discuter. On arrive parfois à tenir les patients pendant 2-3 ans. C'est là qu'on peut faire ce qu'on appelle des switches avec des toxines qui ne sont pas les toxines qui ont l'AMM, comme le Dysport. Mais on se rapproche quand même du moment où on va devoir discuter l'entérocystoplastie. On va avoir 1 heure consacrée au sujet. Je vous montre juste l'importance de bien discuter avec ces patients avant pour ne pas les mettre dans une situation difficile. Quand ils seront avec une entérocystoplastie, si vous avez un patient qui est tétraplégique, il ne faut pas qu'il soit obligé systématiquement de s'allonger
pour se sonder. Et donc, il ne faut pas non plus que vous imaginiez pour eux ce qu'ils sont capables de faire. Et je vous montre ce film qui est un petit peu historique d'une jeune femme qui était capable de s'autosonder. Alors là, elle était en l'occurrence capable de s'autosonder plutôt allongée, mais on voit que même avec des handicaps extrêmement lourds, les patients peuvent s'autosonder. Alors vous voyez un petit point technique dont on discutera avec Véronique, que, en l'occurrence, cette patiente-là, peut-être que l'orifice de stomie était un petit peu bas, et que si on l'avait mis à l'ombilic, cette patiente aurait été capable, enfin en dessous de l'ombilic, cette patiente aurait probablement été capable de se sonder au fauteuil, ce qui est un détail pour vous, mais qui veut dire beaucoup pour eux, parce que effectivement, c'est la différence entre une chirurgie qui apporte un service et une chirurgie qui est bof-bof. En conclusion, l'entérocytoplastie, c'est une option à envisager sans aucune inquiétude chez les patients neurologiques qui sont au cathétérisme intermittent, qui ont une hyperactivité tétrusorienne, c'est une super indication. Attention aux indications où il faut être vraiment plus prudent. Les patients qui gardent des mictions spontanées, les vessies hypersensibles, les vessies douloureuses, et attention à bien évaluer avant ce type d'intervention une éventuelle insuffisance sphinctérienne, puisque c'est possible, et il vaut mieux à ce moment-là anticiper un geste associé à l'entérocystoplastie. Je vous remercie de votre attention.